Deuxième chose obligatoire. Il s'agit des enfants de 6 à 12 ans, filles et garçons. J'ai bien dit filles et garçons. Les regards se font interrogateurs, les mines s'allongent. On va ouvrir une école pour apprendre à lire et à écrire, comme à Tizi Ouzou, comme en France. Vous ne savez ni lire ni écrire, et vous comptez sur vos doigts. Vos enfants, eux, sauront. Il y aura école tous les jours, sauf le jeudi et le dimanche. On commencera dans une semaine, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Du coup, des protestations fusent partout. La nouvelle ne les réjouit pas du tout. Et une femme dont le bébé tète goulûment le sein déjà flétri, elle paraît 40 ans, mais doit en avoir 25, me dit: c'est pas possible. J'ai besoin de mes 2 filles et de mes 3 fils pour cueillir les zitoun. Le père n'est pas là. Il est en France. Ou dans le djebel, pensais-je en moi-même. Il ne faut surtout pas que je discute, sinon je suis foutu. Eh bien, content ou pas content, les filles et les garçons iront à l'école, sinon pas de laisser-passer. C'est mon seul moyen de pression et j'en use. On me jette des regards farouches. Certains font mine de se lever. C'est le moment de sortir mes atouts. Asseyez-vous. Vous devez encore m'écouter. Mon crâne tempête comme un beau diable et le calme se rétablit. Vous manquez souvent de ravitaillement et vous devez aller jusqu'à Timzirit pour acheter du tabac et du café. Je vous propose d'ouvrir une épicerie et un café mort. La nouvelle percute. Je vois des sourires et des hochements de tête d'approbation. Qui veut être l'épicier du village? Un silence. Ils se regardent les uns les autres. Vais-je échouer? Alors, un homme d'une 60aine d'années se lève dans son burnous marron. Il a l'œil intelligent. Je m'appelle Ben Abdallah, mon lieutenant. J'étais commerçant avant la guerre. Je connais le travail et je veux bien essayer. Ma mechta est grande, elle a 2 pièces. L'une peut servir de magasin. Très bien, Ben Abdallah. Mais attention, pas de trafic. Tu seras surveillé de près. Tu viendras plutôt demain au poste pour qu'on se mette d'accord. Et le café mort, qui est volontaire pour tenir le café mort? Moi, si tu veux, mon lieutenant, déclare soudain mon ancien combattant Mohamed, qui vient de se lever au milieu d'un groupe où je ne l'avais pas remarqué. Il fera mon affaire, mais il est autant que les autres à surveiller. Se méfier, surveiller, pour nous, c'est une question de survie. D'accord, si Mohamed. C'est monsieur Mohamed. Tu t'installeras dans la mechta vide qui se trouve sur la djemma de l'autre côté du poste. Attention au trafic, hein, toi aussi. Tu viendras me voir avec Ben Abdallah. Une question à tous. Êtes-vous d'accord pour une épicerie et un café mort avec si Abdallah et si Mohamed? Ils ont l'air de l'être car personne ne manifeste l'envie de prendre la parole. Par contre, le volume des bavardages est en hausse. Les commentaires vont bon train. Je réclame le silence pour une dernière annonce. Si vous voulez que la camionnette arrive jusqu'à l'épicerie, il va falloir, avec l'aide des militaires, élargir un peu la piste et enlever quelques gros cailloux. Il y aura 3 ou 4 jours de travail. À mon avis, on peut facilement multiplier par 2. Les visages se ferment et ils ont l'air mécontents. Alors là, je me fâche. Quand les militaires n'étaient pas là, les felagas vous réquisitionnaient toutes les nuits pour faire le chouf, sabotaient les pistes, coupaient les lignes téléphoniques, pendant que vos femmes leur préparaient le couscous, blèche-flous, gratuitement. Sinon, ils vous coupaient le cou et vous obéissiez. Alors, pour votre bien,
Vous participerez à l'élargissement de la piste. Le Conseil des anciens me désignera tous les matins une équipe de 10 hommes avec pelle et pioche. On commence demain. Maintenant, rentrez chez vous. Quelques vieillards à la barbe blanche, assis sous un gros olivier, ne bougent pas et semblent attendre quelque chose de moi. Je m'approche pendant que les autres se dispersent. L'un d'entre eux, un octogénaire, encore vert, à l'œil malicieux, me dit en français : « Tu as bien parlé, mon lieutenant. Surtout, tu as pensé au Conseil des anciens. Nous te remercions. Tu auras ta corvée demain matin. Mais pour l'école, ce sera difficile. » Nous nous saluons la main sur le cœur et je retourne au poste, où je vois des airs renfrognés. Ah oui, j'ai compris. Va falloir élargir la piste. Je les regarde droit dans les yeux. Les ordres sont les ordres. Et vous jouerez un peu moins aux cartes. C'est un travail de quelques jours. Au lieu de porter le ravitaillement à dos du bras de la piste jusqu'ici, le GMC pourra venir à domicile. Ils n'y avaient pas pensé, et leur visage s'éclaire. J'entends Esposito murmurer : « Et pourquoi on ne fait pas faire tout le travail par le village ?» Je le fusille du regard. « Tu veux te comporter comme les rebelles ? C'est en partageant certaines corvées avec eux qu'ils apprécieront l'armée française. À propos, on va ouvrir une école. Il me faut un volontaire pour faire la classe. » J'ai pas fini ma phrase que Youssoufa saute en criant : « Moi, mon lieutenant, j'aime beaucoup les enfants et je sais très bien lire et écrire. Vendu, Youssoufa. Tu seras l'instituteur du village et tu seras dispensé du tour de garde. Comme cela, tu ne tireras plus sur les chèvres. » Et tous de s'esclaffer bruyamment. Tu t'installeras dans la mechta en ruine derrière le poste, mais le grand auvent en planche peut accueillir tes élèves. On verra avec la SAS pour obtenir un peu de matériel scolaire. La sentinelle de jour assurera ta sécurité. Youssoufa se tourne vers ses copains et prenant un air d'empereur romain, déclare : « Maintenant, faudra m'appeler maître. » Fou rire dans l'assistance. Quelle journée! Je n'ai jamais autant palabré. Il fait encore jour quand je rentre dans mon gourbi. Je me mets au travail devant une feuille blanche et je commence à noter en vrac les matériels dont j'aurai besoin. Voilà 2 jours que le vaguemestre n'est pas passé. Pas de courrier de France. Jocelyne me raconte dans sa dernière lettre que lorsqu'elle dit à Martine, âgée maintenant de 5 mois, « Où est papa ?», elle se tourne vers le mur où est accrochée ma photo en tendant sa petite menotte. Papa n'est qu'une photo. Le soleil monte dans le ciel pur des montagnes sauvages. À l'horizon, une brume légère laisse deviner les contours sévères du Durdura. Dans les crêtes les plus hautes commencent à blanchir avec les premières neiges d'altitude. La saison des pluies ne va pas tarder et transformera les pistes sèches en bourbiers glissants et dangereux. Les 3 couleurs claquent dans la brise. Pour 4 d'entre nous, c'est jour de fête. En effet, Goulet, Moreau, Jablon et Lacroix partent en permission de 15 jours en France. Ils prendront le convoi de ravitaillement jusqu'à Borj-Mnaïl, puis seront dirigés vers Alger. Et ils contrastent vraiment avec leurs camarades. Ils sont en tenue de sortie, le calot de tradition noire avec l'encre de marine posée crânement sur la tête. Les souliers sont cirés. Je pense qu'ils ont dû abondamment cracher dessus pour que ça brille. Ils arborent tous les 4, la médaille commémorative AFN. Jablon porte aussi sa barrette de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, car
et s'est distingué autour d'une opération avant mon arrivée au régiment. Leurs valises sont dans la cour du poste. Vous avez bien mérité cette perme, les gars. Bien le bonjour à la section d'El Hazib El Majen, à vos familles, et soyez sages avec vos fiancés. Ils rayonnent, et ça fait plaisir à voir. Profitez-en, les gars. Rechargez les batteries. Vous en aurez bien besoin en retour. Je grimpe tout en haut de la crête, d'où je domine l'ensemble du village. J'ai pas oublié la leçon que m'a donnée la femme du rebelle. Et j'ai un PM en bandoulière. Je braque mes jumelles sur 360 degrés et je ne vois rien que d'ordinaire. Les femmes accroupies travaillent les petits jardins. Les bergers par-ci, par-là, surveillent leurs chèvres. Enfin, la routine. Je lorgne vers l'entrée du village où je reconnais Mohamed El Abdellah, auquel j'ai fait délivrer de bon matin par Petit Jean un laissez-passer de 2 jours pour Borj-Menaïel afin qu'ils organisent le ravitaillement de l'épicerie et du café mort. Pelle et pioche à la main, il n'est pas loin de 9 heures. Une douzaine d'hommes de tout âge attendent, résignés, les militaires pour travailler sur la piste. Les anciens, l'air de rien, sont déjà réunis sur la djama et comme de juste boivent le café. Je redescends de mon observatoire car je trouve que mes soldats mettent du temps pour se présenter à la corvée. J'ai médit. Les voilà qui sortent du poste. Petit Jean, nommé grand chef du chantier en tête. Brave Petit Jean, que ferais-je sans lui? Ils sont 4, mon fils, Esposito, Boivin et Ali. Chaque jour ils sont remplacés, tous doivent participer. J'ai tout de même l'impression qu'ils traînent un peu les pieds. Les 2 groupes se fondent. Ali fait l'interprète. Petit Jean aligne les piquets de bois pour marquer les limites. Comme je suis là, on se met sérieusement au travail, sinon ils savent que les coups de gueule vont pleuvoir. Les uns arrachent les broussailles et les entassent, d'autres, faisant levier avec le fer de leur pioche, extraient les cailloux les plus gros et les empilent à l'extérieur du tracé. Ils transpirent, mais le moral est bon. « Eh Mohamed, se moque Petit Jean, tu n'as plus de sang dans les veines. »« Sergent, je suis tri-fatigué, » répond Mohamed qui, voyant qu'il est découvert, retrouve des ardeurs nouvelles. « Et toi, Boivin, tu crois que c'est en t'appuyant sur le manche de ta pelle qu'elle va travailler toute seule ? » J'ai des crampes dans les bras, sergent. Je ne suis pas une pelleteuse mécanique. Et il se remet à l'ouvrage. Le travail avance vite. Au bout de 2 heures, 10 mètres sont dégagés. J'ai peut-être été pessimiste quant au délai prévu. Étant donné que la nouvelle piste mesure 50 mètres, il n'y aura peut-être que 4 ou 5 jours de travaux. Je vais saluer les anciens qui, selon les lois de l'hospitalité, m'offrent le café. Je les félicite pour la ponctualité de leur équipe. Mon lieutenant, la parole, c'est la parole. Comment t'appelles-tu? Hadj Ben Slimane. Hadj, c'est un pèlerin. Si el Hadj, tu es donc allé à la Mecque? Quand es-tu parti en pèlerinage? En 1952. Tu connais les Hadj? Les Français ne connaissent pas beaucoup notre religion. Se mettre bien avec les anciens est une priorité. Par contre, j'aimerais bien avoir des contacts avec les maquisards. Mais c'est une toute autre affaire. J'ai eu l'idée peut-être saugrenue de planter par-ci par-là, sur la piste et dans les oueds, des piquets avec une planchette clouée sur laquelle j'ai écrit, grossièrement avec de la peinture noire, « Fellaga, la mort te guette, rallie-toi ». Cette initiative a bien fait rire Walter et le capitaine Vaillant m'a donné lors d'un de ses passages « Tu es un petit rigolo, fourtu ».
Mais si tu y crois, fais-toi plaisir. Eh oui, je vais tout essayer. J'ai fait une demande de mégaphone, haut-parleur portable, pour faire des appels au ralliement, la nuit en fin d'embuscade dans le Djebel. 2 GMC accompagnés d'un half-track, mitrailleuse 12-7 en batterie, stoppent au bas de la piste. C'est le ravitaillement que Camillo vient chercher avec Mabrouk. Il râle, comme d'habitude, sur la qualité de fraîcheur de la frigo, qui a une drôle d'allure. Je l'entends jurer en italien. Tous deux font le va-et-vient chargé de sacs de pommes de terre, de cajots, de caisses de bière. Avec des cris de joie, les permissionnaires astiqués à 9 jettent leurs valises dans un GMC et embarquent en nous faisant des signes de la main. 4 hommes en moins, mais les permes, c'est sacré. Chacun son tour. Le convoi repart pour Timzirit. Il n'est que 11 heures et je dispose d'une bonne heure avant la soupe. Je décrète une séance de tir pour tous les inoccupés. Même Camillo lâchera ses casseroles un quart d'heure, car comme les autres, il doit être entraîné. Les soldats aiment bien ça. Et de plus, c'est une démonstration de force pour le village. Kabyles et Arabes ont la religion du Moukala. Nous nous entraînons au moins une fois par semaine. Je commence par un tir de vitesse de 10 cartouches au fusil MAS 56. Mokrane, Mabrouk, Lemoine et Guinée se mettent en ligne, engagent un chargeur, arment et mon commandement ouvre le feu. Halte au feu, enlevez les chargeurs, 2 coups de sécurité. Je me retourne pour appeler les tireurs au PM. À ce moment, j'aperçois une vingtaine de villageois et même quelques enfants qui se sont rassemblés pour nous observer. Ils discutent et je me doute qu'ils parlent de nos armes. Je saute sur l'occasion pour m'adresser à eux par l'intermédiaire de Mokrane. Salam alaikum. Vous aimeriez bien posséder un fusil comme cela? Quelques hochements de tête dans l'assistance, mais sans plus. Il n'en tient qu'à vous. Je peux engager des harkis, mais vous êtes un peu vieux. Si les hommes qui sont dans la montagne comprennent que l'Algérie restera française, ils n'ont qu'à se rallier avec leurs mauvais moukalas et ils formeront la harka du village avec de bons fusils. Je connais leurs familles et vous savez qu'elles sont traitées comme les autres. Qu'on se le dise. Silence en face. J'ai abordé un sujet tabou. La peur est toujours présente. Elle paralyse les langues, mais quand le ver est dans le fruit, tout peut arriver. C'est mon côté entêté, vouloir à tout prix arriver à mes fins, coûte que coûte. Tir au PM avec Camillo, Serpillon, Poulain et moi-même. 100 mètres, c'est trop loin pour les MAT 49. Alors, nous faisons rouler sur la pente les boîtes de conserve vides que le cuistot a apportées. Les boîtes sautent en l'air sous les rafales qui les suivent comme une nuée de frelons dans un nuage de poussière. Derrière nous, ils doivent se dire que les Français savent tirer et qu'ils ont beaucoup de munitions. J'ai gardé pour la bonne bouche le tir au 2 FM 24-29 avec une traceuse toutes les 5 cartouches. Les 2 tireurs, l'arme à la bretelle, le bipied fermement tenu de la main gauche, tirent debout. Les rafales hachent les fûts, les traceuses, lignes de feu, éclatent en feu d'artifice. L'effet est spectaculaire. Les hommes du village demeurent médusés. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.